vous entendez un aveu de la part du gouvernement, finalement, qu'on a voulu contourner le Bureau d'audience publique en environnement. Et est-ce qu'il était temps d'être transparent sur cette question-là? Aïe, aïe, aïe. Moi, très franchement, je n'en finis plus de tomber des nues sur la manière dont le gouvernement choisit de communiquer sur cet enjeu-là. Parce que là, qu'est-ce qui s'est passé? Au début, ça, c'était le Nordvolt, c'était le projet poussé par M. Fitzgibbon. Hein? On se souvient, ça va être gros, ça va être le fun, ça va être formidable, vous allez voir. Là, ça avançait. Il y a des journalistes, on le sait, qui ont creusé un peu, qui ont dit « Hé, ça s'est préparé d'une drôle de manière, qui n'a peut-être pas été respectueuse de toutes les procédures de vérification environnementale. On a commencé à demander des comptes. Là, M. Fitzgibbon a été visiblement très piqué par ça dans les dernières semaines, au point où, à un moment donné, il est devenu tellement ronchon qu'ils l'ont comme tassé. Ils ont dit, bon, là, ça va devenir l'affaire de M. Charette, qui va aller devant le public puis qui va prendre les devants et dire, bien, écoutez quoi, vous savez quoi? Oui, effectivement, le BAP, ça nous aurait fait rater cette merveilleuse occasion. Puis là, c'est plus seulement un projet qui est bon pour l'économie avant tout. Là, c'est un projet qui est bon pour la transition énergétique avant tout, comme si c'était l'alpha et l'oméga de la transition énergétique au Québec. Là, c'est important, mais ce n'est pas la seule chose. Et puis là, on semble vouloir nous faire avaler cette couleuvre-là comme si c'était tout à fait normal. C'est quand même hallucinant. Est-ce que c'est... en fait, Rodolphe, la question aussi, c'est de savoir, est-ce que fondamentalement, le gouvernement a raison de dire faut saisir l'occasion? Et donc, laissez faire le BAP. On aurait dû vous le dire avant, là, mais laissons faire le BAP et puis allons de l'avant avec un projet qui est fantastique pour la transition énergétique. Oui, écoutez, un ministre a des responsabilités ministérielles. Il a le droit de prendre ce genre de décision. Mais moi, ce que je ne comprends pas, vous savez, des fois, en gestion de crise ou en catastrophe ou quoi que ce soit, c'est le camouflage qui fait mal. Ouais. C'est pas l'acte en lui-même, c'est d'avoir... Le manque de transparence. Le manque de transparence. Pendant des mois et des mois, de dire non, 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 pour qu'aujourd'hui, en fait, c'était oui. Donc, si le gouvernement l'avait dit, l'avait assumé, et selon les responsabilités ministérielles, parce qu'il ne faut pas oublier que le ministre de l'Environnement a des responsabilités, il a le droit d'ignorer l'avis de ses fonctionnaires, il a le droit de se dire, c'est lui l'élu, et il se dit, je prends la responsabilité, si vous n'êtes pas content, allez voter contre moi à la prochaine élection. C'est ça, en fait, la responsabilité ministérielle, d'une certaine façon. Pourquoi le gouvernement ne l'a pas fait? Bon, on est tous en faveur en termes de... On voit les bénéfices de Nordvolt, même la population, les sondages légers qui sont sortis, tout le monde est d'accord en se disant que c'est un bon projet. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont caché? On savait tous qu'ils avaient changé les règles avant pour faciliter. Ils avaient juste qu'à l'assumer. Et maintenant, ils sont en train de payer le prix de cette mauvaise communication depuis des mois. Avez-vous l'impression, Cyril, que le gouvernement avait peur qu'un BAP vienne retarder le projet, annuler le projet et que la population n'allait pas accepter un projet qui aurait été critiqué, par exemple, par un bureau d'audience publique en environnement, parce qu'on aurait probablement dit à Nordvolt, il y a ça, il y a les milieux humides, vous pouvez le faire, mais à 57 conditions. Je pense qu'on voulait éliminer tout ça, là. Bien, c'est clair que dans ce genre de projet-là, il y a des négociations, évidemment, qui s'établissent entre différents gouvernements, entre le partenaire DIGE et puis les différents gouvernements sur la planète. Et on ne connaît pas les détails de cette discussion-là. Il y a un peu de tordage de bras, il y a des aspects d'incitatifs financiers qu'il faut mettre sur la table, il y a des aspects réglementaires et tout ça. Puis à un moment donné, bien, tu arrives à une conclusion. Mais je suis d'accord avec mes collègues sur le fait que, évidemment, j'espère qu'ils auront tiré le leçon, que s'ils avaient été transparents avec l'appui du public, parce qu'il était là, il est toujours là d'ailleurs, peut-être que localement, il y a des gens qui ont encore des réserves puis qui vont vouloir s'exprimer là-dessus, mais globalement, je pense que la population est derrière ce projet-là. Alors, ils n'ont pas eu peur de la population, ils ont eu peur de perdre un projet, parce que c'est un projet substantiel, puis si tu n'arrives pas avec l'équation gagnante... Cyril, est-ce que le gouvernement a eu raison de vouloir accélérer les choses pour ne pas le perdre, le projet? Bien, je pense qu'ils avaient des raisons de le faire. Je ne sais pas s'ils avaient raison, mais ils avaient de bonnes raisons parce qu'ils avaient l'appui du public. À la fin de la journée, je pense que c'est un élément qui est important. Bon, s'ils avaient pris une approche différente, ils auraient probablement été capables de concilier certains aspects environnementaux. En fait, ils disent qu'ils l'ont fait en aménageant un petit peu les critères, mais bon, ça reste à voir à ce niveau-là. Mais je pense qu'ils avaient quand même de bonnes raisons. Parce que ça semble être un bon projet, c'est un projet substantiel, ça s'aligne avec les stratégies du gouvernement. C'est juste malheureux qu'au niveau des communications, ça a été un fouillis total. Il y a deux grands acteurs politiques dans l'histoire de Nordvolt, Pierre Fitzgibbon et François-Philippe Champagne, le ministre fédéral de l'Innovation, parce que le gouvernement fédéral met quand même beaucoup d'argent aussi dans ce projet-là, puis dans les projets en Ontario. Monsieur Champagne, quand il est venu sur notre plateau ici il y a quelques semaines, il était très clair. Si on n'avait pas dit oui tout de suite à Nordvolt, c'était non, ça n'allait pas passer deux fois.
Et moi, ce que je dis aux gens, c'est que nous, le train passait, puis on a réussi à l'attraper en passant, puis d'avoir une station au Québec. Hein? Ça s'appelle Northvolt, ça s'appelle Ford, ça s'appelle GM. Et là-dessus, moi, je pense que comme Québécois, Québécoises, on doit être fiers que non seulement dans cette grande transition énergétique-là verte, on ne sera pas des spectateurs pour une fois. Donc, est-ce qu'il fallait, Aurélie, si on le veut, ce projet-là, est-ce que le gouvernement a raison de vouloir aller plus vite, puis de remettre en question même les délais qui sont associés aux évaluations environnementales? Bien, je ne sais pas s'il a raison, mais en tout cas, je pense qu'il faut nommer ce que, bon, là, dans ce cas-ci, 2 paliers de gouvernement nous demandent de faire, c'est de faire confiance au fait qu'une entreprise en particulier va être autonome dans le fait d'être un bon élève en matière environnementale. Parce que ça aussi, là, ça fait partie du discours aujourd'hui. On nous dit, bien, on aurait manqué le train si on avait fait la procédure du BAP. Puis d'ailleurs, Paolo Cerruti, le premier dirigeant de Northvolt pour le Québec, l'a dit là, en entrevue. Essentiellement, il dit, bien, je pense effectivement, si ça avait été laborieux, on aurait peut-être passé notre tour. Mais là, aujourd'hui, M. Charette, M. Champagne et M. Fitzgibbon nous disent... bien, vous savez, on a de la chance parce que Northvolt, c'est vraiment une bonne entreprise. Ils sont vraiment à l'avant-garde des pratiques écologiques. Mais c'est quand même gros de dire que pour respecter des normes environnementales et des pratiques environnementales, on signe en gros un chèque en blanc à des entreprises et on se fie sur le fait que c'est des bons citoyens corporatifs et non sur notre appareil de loi propre. Ça, je pense qu'il faut le nommer, ce fait-là, parce que c'est pas anodin. Manque de transparence selon l'opposition qui aurait aimé que le gouvernement nous explique à mesure ce qui est en train de se passer. Il y a encore beaucoup de questions sans réponse concernant le projet et ses impacts environnementaux. C'est important. Maintenant, comment s'y prendre plus mal que ce que la CAQ a fait? Comment casser tous les bris de confiance les uns après les autres? Le ministre est-il le cheerleader là, des projets économiques de son confrère, M. Fitzgibbon, ou est-ce qu'au contraire, il est celui qui a la mission de s'assurer de la protection de l'environnement? Est-ce que ça met même à risque le projet, les enjeux de transparence, puis les épisodes qui se suivent? Non, bien écoutez, encore une fois, ce n'est pas un bon message que le gouvernement a envoyé, ou en tout cas est maintenant en train d'envoyer. Bon, écoutez, moi je pense que plus d'informations, c'est mieux, surtout que là maintenant, le gouvernement est en train de payer le prix politique de ça, de son manque de transparence et d'avoir caché. Mais aussi, il faut le mettre d'un autre côté. On n'est pas en train de parler de ciment mécaniste et l'absence du BAP sous le gouvernement de Pauline Marois aussi. Donc ça veut dire qu'il faut se relaxer un peu. On est en train d'essayer d'aider un projet environnemental. On n'est pas en train d'essayer d'aider une cimenterie où il n'y avait pas eu un BAP, par exemple, à cette époque-là. Donc, c'est la cimenterie de 2013 là, qui émet le plus de gaz à effet de serre. C'est pour ça que je vous dis. C'est pour ça que je vous dis. Ça, c'était une catastrophe. Mais là, maintenant, on est en train d'essayer d'avoir un projet environnemental. Donc, c'est pour ça que je suis en train de mettre en valeur en disant c'était inadmissible ce que le gouvernement Marois a fait de ne pas faire un BAP pour Mécanis. On n'aurait jamais dû faire cette cimenterie. 500 millions de dollars qu'on a jetés à la poubelle et tout ce que vous voulez. Mais Northvolt, on n'est pas là. Le gouvernement n'avait rien à cacher. Ça veut dire le gouvernement aurait dû aller en avant. Le gouvernement avait beaucoup de choses à cacher pour Mécanis, mais là, en tout cas, pour le projet Northvolt, ils n'avaient rien à cacher. Ils auraient dû aller en avant. Aurélie? Oui et non. C'est-à-dire que le projet Northvolt, je suis d'accord qu'il n'est pas aussi catastrophique que le projet de cimenterie, mais il n'est pas sans conséquences non plus. Puis là, bon, il va se faire, mais on parle quand même de faire ça dans des milieux humides, avec des espèces menacées, tout ça. Et en fait, aujourd'hui, ça, le gouvernement le reconnaît. Mais ce qu'ils nous disent aujourd'hui, essentiellement, c'est on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Si vous voulez qu'on électrifie les transports, il va peut-être falloir faire 2-3 concessions sur les milieux humides. Bon, OK, peut-être, mais après, encore faut-il démontrer que l'électrification des transports, c'est la panacée qu'on nous présente, ce qui n'est pas le cas. Il y a d'autres choses à faire en matière de transition écologique au Québec. Ce n'est pas la chose dont on a absolument besoin de développer la filière batterie. Ça a même des limites. Et je pense qu'on nous demande d'avaler quand même des concessions qui sont importantes, quoi qu'elles ne soient pas catastrophiques comme ça a pu être le cas par le passé. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.